Donc voilà, je travaille pour l'entreprise Greenflex, dont je dirige l'activité conseil et qui a des métiers aussi de financement de la transition. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'ont été annoncés dans les jours passés des éléments relatifs au plan de relance suite au Covid et de façon plus largement euh, en lien avec un Green Deal européen. Et donc l'idée c'était de partager, pour décrypter un petit peu, je ne sais pas si tout le monde a lu les 296 pages ce week-end. Voilà, donc l'idée c'était de vous en dispenser et de vous en faire une petite synthèse, apporter certains éclaircissements, sachant que certains viendront aussi dans les jours et les semaines à venir, puisque ça se fait par étapes. Ils veulent que les bonnes nouvelles s'annoncent les unes après les autres dans le temps, avec des niveaux de détail qui viendront, mais vous donner un peu les grandes tendances de ce qui concerne les entreprises, qui va concerner les particuliers et les collectivités, pour voir un petit peu ce que sont ces grandes tendances. On peut passer à la suite. Alors, première chose, la première étape, ça a été que tout le monde a fait sa lettre au Père Noël. Beaucoup d'entités de nature différentes ont écrit au gouvernement pour leur dire tout ce qui leur semblait très vertueux de faire pour relancer écologiquement la société. Donc avec des demandes de beaucoup de natures différentes. Et ensuite, la puissance politique a commencé à réfléchir à comment, en tout cas, donner les moyens, dans ce cadre de ce plan de relance, pour donner des moyens à ce qu'émergent des projets et que ce monde d'après rêvé prenne une réalité concrète sur le terrain. Donc avec des investissements dans des secteurs d'activité très variés. Thomas, j'ai l'impression que quand je parle, ça fait un écho terrible dans la salle. Et c'est pas très agréable pour l'audience. Ils sourient, ils ont pitié de moi. Ils sont vraiment sympas. Ok. Donc voilà, il y a des choses qui ont été annoncées donc, pour plein de secteurs d'activité variés, qu'on va détailler dans quelques instants. Mais toute l'idée, en tout cas d'aujourd'hui, c'est d'éclairer en tout cas votre lanterne sur ce que peuvent être des opportunités à saisir, qui que vous soyez, un citoyen comme un autre, un représentant d'entreprise de différents secteurs d'activité, ou bien une collectivité ou d'entité d'autre nature. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quel que soit le contexte, il y a un vrai sens à recenser de façon un peu précise des projets que toutes les organisations pouvaient avoir dans les cartons, pour voir si en tout cas peut y avoir un élément avec ce qui est annoncé dans le cadre de ces nouvelles coopérations publiques-privées sur les territoires pour que prennent vie ces projets. Tu peux enchaîner le slide, vrai. Chose importante à souligner, il y a différentes dimensions à ce plan de relance. Il y a une annonce franc de relance qui a été faite, donc, qui est le volet national de cette dimension, mais qui est connectée à deux autres initiatives, une qui est européenne, et des annonces qui ont été faites au niveau européen, et que Quentin, mon collègue, vous détaillera dans quelques instants, et des initiatives qui ont aussi été prises en main et annoncées par les régions. Donc, sachant que les régions ont fait des annonces préalables dans les semaines passées, et c'est ce qui ne rend pas toujours simple, en tout cas pour une entité ou une personne, de savoir quelle route prendre, et ce qui est possible, pas possible, parce que suivant son code postal, il n'y a pas forcément les mêmes dispositifs de soutien qui peuvent exister, avec à la fois des soutiens directs de l'Europe, de l'État et des régions à ces entités que sont les entreprises, les collectivités ou les particuliers, et aussi des soutiens indirects, de l'argent qui est donné par l'Europe à l'État, de l'argent qui est donné par l'Europe aux régions, ou de l'argent qui est donné par l'État aux régions. Donc, si vous avez compris, c'est qu'on a mal expliqué. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, l'idée c'est que c'est quand même, en tout cas, vous ressortiez avec des idées un peu plus claires de dispositifs qui existent. Et je vais laisser la parole à mon collègue Quentin, qui va vous synthétiser ce que sont les différents étages de la fusée, ce qu'a annoncé depuis déjà quelques semaines, quelques mois la Commission européenne sur le volet européen, ce qui a décrypté des grandes annonces françaises et les dimensions qui se passent dans les grandes régions. J'espère que les aléas techniques vont cesser, et au plaisir d'éclairer vos lanternes. Bonjour à tous, moi c'est Quentin Muret, du coup je suis chef de projet chez Greenflex et je travaille dans la branche conseil avec Sébastien notamment. Et comme il l'a très justement dit, c'est vrai qu'il y a eu des annonces relativement récentes sur le plan de relance. Du côté français, c'était finalement jeudi dernier, alors qu'initialement le rendu devait être disponible bien avant. Ça a pris un peu plus de temps en raison des conditions aussi sanitaires qui ont ralenti en fait ces annonces-là. Donc c'est un gros document, c'était 300 pages en tout cas qui sont communiquées et je vous invite à le regarder aussi patiemment comme j'ai pu le faire ce week-end. En tout cas, c'était l'un des sujets qui étaient traités, mais c'est vrai que le plan de relance a été abordé déjà depuis un moment déjà, parce que la première version en tout cas de nos partenaires européens a été du coup mise à disposition à partir de fin mai, avec un premier volet financier de 750 milliards d'euros. Avec une grosse part qui était dédiée en fait aux subventions. Dans sa première version, c'était 500 milliards, qui finalement en fait ont été revus
à 390 en raison en fait, des États dits frugaux qui se sont largement en fait, opposés à cette participation qui était vraiment conséquente de leur part, parce qu'effectivement, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la Norvège, il me semble, le Danemark. Non, c'est vrai. Et du coup, effectivement, ils étaient très opposés à cette situation-là, puisque ils étaient moins impactés par la crise, et le fait de payer pour les pays membres, ça leur plaisait bien moins. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un budget de ce plan de relance à 750 milliards, 390 donc, de subventions. La France en touchera 40 milliards. L'Italie et l'Espagne seront les principaux bénéficiaires, parce qu'ils bénéficieront de 60 milliards, sous réserve que, et c'est la grosse condition de ce plan de relance, c'est de dédier en fait 30% du volet du plan de relance à des enjeux, à des projets environnementaux. Et ça fait du coup l'objet de notre discussion aujourd'hui. Dans les 100 milliards de l'État français, il y en a 40 qui viennent de... Tout à fait. 60 milliards qui sont financés directement par la France et 40 milliards par l'Europe. Sur ce plan de relance, 3 piliers avaient été définis. Le premier qui était aider les États membres à se rétablir, qui constitue en fait la part majeure du plan de relance, avec notamment la création d'un fonds, la Facilité européenne pour la relance et la résilience. Ceci en fait constituera vraiment la part principale des subventions touchées par la France. Dans la première version qui était publiée, c'était 32 milliards. Aujourd'hui, on n'a même pas le chiffre encore qui a été clairement défini. Je pense qu'en fait, finalement, ce sera lors de la validation officielle du plan de relance français qu'on saura exactement d'où proviennent vraiment les fonds et de quel programme, puisque c'est un sacré casse-tête en fait, de voir exactement comment sont définis en fait, les programmes d'investissement pour l'environnement d'un point de vue européen. Puis après, deux autres piliers que je ne détaillerai pas plus aujourd'hui, mais qui sont aussi dans le but en fait, de relancer aussi l'économie comme... C'était les principaux, toutes les économies en fait, de l'Union européenne qui ont été impactées par cette crise. Pour en fait calibrer ce plan de relance vert, les objectifs du Green Deal en fait devaient servir de boussole en fait à la définition des plans de relance, et c'est là-dessus qu'en fait les États ont dû en fait travailler, puisque en fait finalement, comme vous le savez sûrement, le Green Deal qui a été publié fin décembre 2019 avait pour vocation de porter en fait finalement cet objectif de neutralité énergétique à l'horizon 2050, mais ne donne pas pour autant en fait un cadre d'action précise. Mais simplement, il s'appuie sur des différents programmes de financement que je vais redétailler ensuite, qui auront vocation justement à financer ces sujets-là. Mais on peut quand même identifier, et c'est ce que vous retrouvez sur la partie gauche de cette slide, la partie droite pour vous, pardon, ces 5 familles en fait de sujets environnementaux qui sont en fait la rénovation. Effectivement, l'enjeu de l'Europe aujourd'hui est vraiment de rénover massivement les rénovations, que ce soit sur les secteurs publics, privés, dans un premier temps, et puis public dans un premier temps, mais privé dans un deuxième, et même justement tout ce qui est aussi bureaux, etc., qui viendront par la suite. Aussi financer massivement les énergies renouvelables qui se sont trouvées aussi certains projets, notamment à l'arrêt pendant cette période de crise, avec un volet particulier pour l'hydrogène vert. Ça fait partie vraiment des enjeux de l'Europe de développer cette énergie. Aussi bien la mobilité aussi. Vous avez sûrement entendu parler justement de l'engouement pour les trains aujourd'hui, puisque effectivement l'aviation a été drastiquement touchée par la crise. Donc aujourd'hui, l'idée est de vraiment investir massivement dans toute la rénovation en fait, des réseaux, mais aussi redévelopper tout ce qui est transport de marchandises et les trains de nuit. Mais aussi, il y aura des volets spécifiques pour le financement, pour le développement en tout cas des véhicules à zéro émission, avec des exemptions de TVA par exemple. Et puis aussi tout ce qui est mobilité urbaine. Vous avez vu aussi sûrement à Paris le développement du plan vélo, et que dans d'autres villes de France aussi, on voit maintenant plein de super pistes cyclables. Puis enfin, 2 autres sujets propres à l'économie circulaire et à l'agriculture biologique. Pour vous donner maintenant un petit peu ce panel de programmes financiers qui existent en Europe aujourd'hui, alors il en existait déjà un certain nombre avant la publication du plan de relance. Il s'agissait du premier, et je dirais même du fonds principal, le programme Horizon, constitué à 80 milliards, qui a été boosté de 5 milliards par le plan de relance. Celui-là a vocation principalement en fait, à financer tous les sujets qui vont être à destination de l'efficacité énergétique. Le programme LIFE aussi pour promouvoir la biodiversité, ou encore on pourrait mentionner le fonds FEADER qui justement est à destination de l'agriculture.
Donc ces 4 mécanismes ici présents en fait, fonctionnent par subvention. En fait, ce sont des subventions qui sont allouées via des appels à projets. Et en fait seront même reconduits. Alors c'était des programmes qui étaient créés en fait, dans le cadre du précédent cadre financier de l'Europe et seront reconduits dans le prochain qui sera voté à la fin de l'année. Pour en revenir au plan de relance, du coup, il y a 3 programmes principaux qui ont émergé. Donc, le premier qui est InvestEU, la facilité pour la reprise et la résilience, qui est le programme principal justement de la relance. Et enfin, le fonds pour une transition juste, alors que celui-là est beaucoup plus dédié en fait au Green Deal. En fait, c'est vraiment le mécanisme propre du Green Deal, qui est composé d'ailleurs de plusieurs volets. Un volet de subvention, de garantie ou encore de prêt avec la contribution de la BEI pour ventiler tout ça. Donc tout ça représente en fait une somme du coup assez conséquente d'un point de vue financier. Donc là, dans le cadre du plan de relance, c'est relativement clair. Le cadre financier pluriannuel qui est déjà en fait en train d'être discuté aujourd'hui sera validé à la fin de l'année et aura vocation en fait justement à redéverser en fait de l'argent aussi dans toutes ces lignes budgétaires, enfin financières. À savoir que si le plan de relance est de 750 milliards, le plan financier de 2021 à 2027 sera de 1000 milliards 87. Ça fait beaucoup de chiffres. Et qui sera du coup aussi à destination des sujets environnementaux, puisque 30% aussi de ce cadre financier devra être dédié à la transition environnementale. Maintenant, je vais zoomer un petit peu sur notre cher pays et les différentes étapes en fait, qui ont vu le jour à la suite de l'émergence de cette crise qui est vraiment sans précédent. Donc, comme vous l'avez tous noté, vraiment une mise en arrêt de toute l'activité qui a conduit justement à une forte décroissance du PIB avec une perte de 13,8% au deuxième trimestre. Des projets aussi qui ont été largement mis à l'arrêt, et c'est même encore le cas aujourd'hui, puisque dans une situation post-crise comme celle-là, la tendance est plutôt justement à geler les investissements, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peine aussi un petit peu à redémarrer. Des grèves aussi qui vont arriver et qui sont annoncées déjà pour le mois de septembre. Et enfin, malgré tout ça, étant donné que la réaction était plus de protéger finalement les ménages et de par justement les mécanismes de chômage, etc. partiels, les ménages ont été moins touchés puisqu'on note en fait 2% de baisse de revenus sur la période, avec justement une part d'épargne de 75 milliards d'euros jusqu'à mi-mars à début juillet, donc ce qui est quand même relativement conséquent. Mais le constat est sans appel. C'est vrai que notre économie a été fortement déstabilisée par ce virus. Il a été déjà dans un premier lieu mis en évidence que notre industrie a vraiment été peinée par cet arrêt-là, et aussi a démontré qu'on était trop dépendant de l'international. Pas besoin de repréciser justement la crise par rapport aux masques et notre difficulté à se faire approvisionner pour pouvoir se protéger contre cette crise sanitaire. Il y a eu une vraie mobilisation des personnes, que ce soit les citoyens ou même les entreprises, qui aujourd'hui prennent de plus en plus conscience en fait, de ce besoin d'agir pour l'environnement. Et finalement, en fait, du coup, ça encourage justement ce plan de relance à avoir cette connotation verte. Par ailleurs, il y a eu un rapport qui a été publié par la WWF en partenariat avec EY, qui met en fait en perspective justement l'intérêt que pourrait avoir justement d'atteindre les enjeux environnementaux en fixant plusieurs scénarios. Et le scénario le plus bénéfique à l'environnement en fait, viserait 14 milliards d'investissements par an sur 4 ans pour générer en fait, un nombre d'emplois assez important. Ce serait plus d'1 million d'emplois d'ici 2022 si on se focalise en fait, sur l'émergence justement de tout ce qui est ENR, d'atteindre nos objectifs en termes de rénovation énergétique, etc. Puisque en fait, ce sont aussi des secteurs qui sont créateurs d'emplois et qui en plus permettraient de générer en fait, de la valeur ajoutée à l'échelle de notre pays. D'un point de vue des réactions en fait, du gouvernement, et ça s'est passé en 3 étapes. À partir du confinement, il y a eu directement la mise en place d'un plan d'urgence, avec notamment justement les plans pour le chômage partiel. Ensuite, les plans de soutien aux économies les plus touchées, comme je citerai notamment parmi tant d'autres Air France qui a bénéficié de 7 milliards d'aides pour pouvoir justement tenir la route dans une situation où en fait
je crois que c'était 80% des avions qui étaient maintenus au sol. Et puis maintenant, qui était déjà en train d'être discuté depuis le mois de juillet, mais qui a été publié la semaine dernière, le fameux plan de relance qui s'appelle France Relance. Merci. Et qui en fait a une stratégie un petit peu différente des précédents plans de relance qui étaient pas dans le passé assez critiqués, parce que celui-là en fait se concentre beaucoup plus sur l'offre, étant donné que l'idée est plus de redynamiser l'industrie française plutôt que simplement donner à impacter directement les ménages et leur pouvoir d'achat. Voilà pour cette partie-là. Mais enfin, c'est vrai que comme aujourd'hui il est un petit peu critiqué puisqu'on se rend compte qu'il arrivait effectivement un peu tardivement dans le planning. Cela dit, je le rappelle que même s'il y en a certaines lignes de ce plan de relance qui seront mises à disposition dès aujourd'hui, la majeure partie de ces aides seront à disposition à partir du mois de janvier 2021. Et c'est pour ça qu'en fait, on a observé que les régions en fait, avaient déjà en parallèle étudié la question de cette relance. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'effectivement, ça n'a pas forcément été trop véhiculé dans les informations, mais qui ont abordé ça en fait, d'une manière assez, je dirais, hétérogène, avec un niveau de maturité variable. Moi, je distinguais, d'ailleurs, quand j'ai fait le petit exercice de donner des notations aux régions, j'ai distingué les pays de la Loire, notamment les Hauts-de-France et l'Île-de-France, qui ont en fait donné vraiment un plan de relance économique et vert, en fait, qui était assez détaillé, avec vraiment des programmes et des actions relativement détaillées, qui s'étendent de plusieurs millions d'euros jusqu'à quelques milliards. Je pourrais vous citer par exemple le Pays de la Loire qui a mis en place un système d'épargne pour la croissance verte mis à disposition des particuliers, ou encore des programmes de rénovation comme un projet qui nous est cher chez Greenflex Energy Sprong, et encore le programme SAR de rénovation. Donc c'est beaucoup d'initiatives et qui sont bien identifiées en fait et publiées sur les sites des régions, donc intéressant à creuser. Et puis il y en a d'autres qui ont pris le parti même de publier en fait des Green Deal locales. C'est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se veut en fait la 5e région la plus éco-friendly d'Europe dans les prochaines années, mais aussi l'Occitanie qui a publié un Green New Deal qui a mis sur la table du coup plusieurs millions d'euros, c'est de l'ordre de 500 d'un demi-milliard d'euros, pour en fait promouvoir des idées qui seraient communiquées par les citoyens. Et en fait, du coup, derrière, arbitrer pour faire partie intégrante, les meilleures idées en tout cas, intégrées pour faire partie intégrante du plan du budget en fait, de la région pour l'année 2021. Et maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail ce plan de relance français. Donc, je le rappelle, 40 milliards d'euros en provenance de l'Europe, et pour un total de 100 milliards mobilisés par la France au total. Qui se répartit en trois volets principaux. Donc le premier de 30 milliards d'euros pour la transition écologique, avec un premier volet sur le transport, la rénovation des bâtiments, l'énergie, ou encore la transition agroécologique. C'est les 4 sujets majeurs. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont propres à la compétitivité et l'innovation, plutôt à destination des entreprises, et qui sont intéressants à noter. Sujet, donc, mon collègue à qui j'ai peiné de me connecter depuis les locaux de l'ADEME Angers nous apportera un éclairage particulier sur tout ce qui traite la décarbonation de l'industrie, et donc fera un peu ce zoom sur notamment tout le soutien de l'État via l'ADEME à décarboner l'industrie française. Tout à fait. Et juste une petite remarque additionnelle là-dessus, il est vrai que 30 milliards sont dédiés à l'environnement, mais dans les plans de financement de la compétitivité et innovation notamment, il y a tous les programmes de relocalisation aussi des entreprises, dont une part en fait servira aussi à réduire les transports, donc auront un impact direct aussi sur l'environnement. Pour regarder un peu plus en détail ces projets, ces lignes budgétaires du plan de relance, on trouve dans un premier temps donc la rénovation énergétique pour 6,7 milliards d'euros. 4 lignes importantes à noter. Donc d'une part les bâtiments privés avec 2 milliards de subventions qui seront véhiculées via un mécanisme qui s'appelle MaPrimeRénov', qui est mis à disposition déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Qui est disponible du coup par tout particulier qui souhaiterait investir dans de la rénovation de leur logement. Les bâtiments publics, avec un fonds de 4 milliards qui sera ventilé par les régions. Les logements sociaux, avec une poche de 500 millions d'euros, et donc notamment qui fonctionnera par des mécanismes d'appel à projets aussi également, avec un objectif de rénovation de 10 000 logements à court terme. Et enfin les TPE-PME, avec une poche de 200 millions d'euros, notamment dans les secteur du tourisme et de l'agriculture. Puis enfin, on retrouve tout ce qui est les sujets à la mobilité verte, pour un total de 8,6 milliards d'euros, donc
Comme je le disais tout à l'heure sur l'ambition européenne, c'est vrai que le train rentre vraiment dans les priorités de développement d'un point de vue de mobilité. Et la SNCF se verra attribuer là, une somme de 4,7 milliards pour rénover son réseau, développer aussi tout ce qui est transport de marchandises et puis train de nuit. Véhicules propres, qui sera à destination aussi des particuliers et entreprises pour 1,9 milliard d'euros. Et encore tout ce qui est mobilité du quotidien, que ce soit plan vélo, que ce soit les RER, etc., pour un total de 1,2 milliard. D'un point de vue agroécologie, tout ce qui va être la transformation du secteur, il y aura une somme de 400 millions d'euros dédiée en fait, à tout ce qui est donc les communes et aussi les agriculteurs. Des fonds dédiés au renouvellement des équipements pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement aussi, pour 300 millions d'euros. Et puis aussi tout un volet sur la modernisation des abattoirs, donc pour 300 millions d'euros également. Et enfin, on retrouvera donc toute la partie technologie verte. Alors sans surprise, effectivement, l'hydrogène vert qui est encore largement cité, avec 2 milliards d'euros à court terme. Mais je crois que des prochaines annonces, le cadre financier qui devait permettre de développer cette filière sera plutôt de 7 milliards. Un soutien direct au secteur industriel qui ont été relativement touchés, donc l'aéronautique et l'automobile pour 2,6. Et enfin, le développement de marchés clés comme donc il y a encore une partie pour l'hydrogène, le recyclage, etc., pour la somme de 3,4 milliards d'euros. Donc ça, ce sont les 4 programmes principaux, mais après, on a toute une liste en fait, encore de sujets qui sont abordés, comme la biodiversité pour 1,3 milliard, la décarbonisation de l'industrie avec justement la mise en place de projets d'efficacité énergétique pour 1,2 milliard, l'économie circulaire en promouvant les filières de recyclage pour 500 millions, et enfin tout un périmètre dédié à la pêche durable et au renouvellement des ports pour 300 millions d'euros. Donc en synthèse, si on devrait justement identifier toutes ces parts financières aux différents acteurs de notre territoire, donc la collectivité se verra attribuer un certain nombre de... donc j'ai mis en fait ici vous trouverez les montants plutôt à titre indicatif effectivement, puisque même si le plan de relance est du coup détaillé à un niveau relativement fin aujourd'hui, il doit y avoir encore beaucoup d'annonces qui doivent être faites dans les prochaines semaines pour vraiment préciser comment justement vont être vraiment attribuées toutes ces masses financières. Mais on imagine que en tout cas de la manière dont c'est rédigé, que en tout cas la collectivité bénéficierait de tous ces sujets-là, que ce soit la rénovation, la biodiversité, l'économie circulaire, la transition agricole ou encore le développement de mobilité verte. Donc ça, c'est le premier volet. Concernant les particuliers, donc comme je disais, la partie MaPrimeRénov' pour la rénovation des bâtiments, mais aussi tout ce qui est mobilité verte avec tout ce qui est reconversion pour les véhicules. Et puis après, donc, il y a tout un volet dédié en fait, vraiment aux entreprises, que ce soit la mobilité verte, les technologies vertes encore, les rénovations, que ce soit TPE, PME ou bailleurs sociaux, la décarbonisation de l'industrie, et puis encore l'économie circulaire et la transition agricole. Voilà pour tous les projets en tout cas qui ont été identifiés aujourd'hui. Et donc comme je vous le disais, encore un peu d'attente avant d'avoir plus de degrés de finesse pour savoir vraiment comment tout ça va être acheminé dans notre économie demain. Sab, je te rends la parole. Donc en tout cas, voici les faits, en tout cas de factuels, comment sont les grandes mailles et les grandes directions de ce plan. Donc si on analyse un petit peu, c'est sûr qu'il y a des choix politiques qui ont été faits, parce que quand on regarde ce qui a été mis, il y a aussi ce qui n'a pas été mis, et qui peut être analysé. Forcément, il y en a qui sont déçus de ne pas avoir trouvé sous le sapin ce qu'ils auraient rêvé d'avoir. Et puis de façon plus macro, il y a des choses dont on verra qui seront intéressantes dans les mois à venir. Et ce qu'un reproche fait par certains, c'est les questions des conditionnalités. Aujourd'hui, c'est des reproches qui ont été faits au moment du financement de la filière automobile ou aéronautique. À quelles conditions on finance en tout cas cette mutation? Ce n'est pas des choses qui ont été en tout cas très précises à ce jour, même si les précisions ont été faites ultérieurement. On est dans le même sujet, même sur des sujets absolument souhaitables et non discutables que sont les questions de rénovation énergétique. Aujourd'hui, l'exigence de performance énergétique, elle n'a été précisée de façon ferme que pour 10% du montant. Et ça fait partie de sujets sur lesquels, en tout cas, il pourrait y avoir, quand on est écolo, des attentes que ça aille plus vite, plus fort. Et que c'est ces sujets, parce qu'on est aussi exigeant dans la performance, qu'on tire l'innovation et l'ambition vers le haut. Donc en tout cas, voilà. S'il y a un sujet dont peut-être on peut souhaiter que les semaines prochaines soient source de précision, ça serait un renforcement d'éco-conditionnalité d'un certain nombre de ces soutiens. Après, il y a aussi des énergies renouvelables qu'on peut évoquer, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui a été mis à disposition de la filière nucléaire sur l'hydrogène.
Aujourd'hui, ne sont pas abordées de façon explicite un certain nombre de filières, comme les filières biomasse, biogaz, solaire, éolienne. Alors, elles pourront apparaître dans le cadre peut-être, et Thomas le précisera dans quelques instants, d'appels à projets de décarbonation de l'industrie. Peut-être qu'aujourd'hui, des gens proposeront des idées autour de ces sujets, mais en tout cas, ce n'est pas fléché en tant que filière en tant que telle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déclinaison, ou quand on rénovera les logements sociaux, il n'y aura pas aussi le développement d'ENR combiné. Mais en tout cas, ce n'a pas été mis comme filière en tant que telle, avec un soutien à l'industrie, mais plutôt de soutien de projets exemplaires qui pourront inclure ces volets. Et autre sujet, il y a certains secteurs dans lesquels c'est bien d'avoir de l'aide à l'investissement, mais parfois, ça peut aussi être précieux d'avoir de financement d'études amont. Parce que quand on vous dit, vous pouvez avoir de l'aide à l'investissement à 30%, mais vous dites, OK, mais est-ce que j'ai des projets ? Si j'ai 150 bâtiments, est-ce que je sais si j'en ai à rénover ? Si j'ai 400 usines, est-ce que je sais ce que j'ai à faire ? Donc voilà, il y aurait pu y avoir, en tout cas aux yeux de certains, un peu plus de soutien à des études amont. Alors certains les ont déjà fait, ils ont pris de l'avance, et tant mieux pour eux. Ils sauront mieux surfer sur la vague que ceux qui n'ont pas encore fait ce travail. Ou alors ceux qui ne l'ont pas encore fait ont intérêt à le faire vite, parce que le train ne passera pas deux fois. Il y a volonté pour justement relancer l'économie, de financer des projets qui ont vocation à sortir de terre dans les 2 ans à venir, et pas dans 5 ans, parce qu'on a besoin vite d'accélérer cette transition, de cette relance, et puis aussi de tous ces contextes. Je ne vous ferai pas un dessin, Gilets jaunes, Greta et l'état de notre planète. Après, ce qui est aussi important, et ça a été soulevé, c'est que même s'il y a un tiers qui est explicitement fléché sur ces questions de transition en tant que telles, il y a aussi beaucoup d'à côté de ces 2 autres grands volets. Quand on parle de compétitivité, c'est aussi la compétitivité par la performance énergétique ou écologique. Et ça, c'est des points intéressants et importants. De la même façon, il y a un volet de cohésion sociale et territoriale, qui a des volets par exemple dédiés à la formation. Et il y a bien évidemment des sujets autour de la formation, de la reconversion aux métiers de l'environnement et de la transition, avec des budgets dédiés en tout cas qui seront à prendre là. Il y a des questions d'abondement de l'État, par exemple au compte personnel de formation que vous avez. Si vous allez vers des formations orientées transition, il y aura un abondement de l'État à ce que la dotation normale de votre fonds de formation. De la même façon, il y a des actions autour des actions cœur de ville, de revitalisation de territoires en détente, qui seront très fortement tentées de vers. Il y a la mise en œuvre d'un concept de volontariat en entreprise vert. Il y avait des VIE pour les volontariats à l'international. Là, ça sera dédié à des volontariats pour des actions industrielles, des actions de verdissement de l'entreprise. Des plans d'investissement d'avenir aussi dans ces sujets innovation. Pour le coup, ce sera à la fois des recherches peut-être pour certains dans le numérique, d'autres dans la santé, mais aussi dans l'environnement. Et donc il y a dans ces volets de soutien à la recherche et développement des volets massifs qui pourront être aussi dans des biotechnologies. Et puis l'idée, c'est qu'il y a bien évidemment ce sujet à l'échelle de la relance de fonds dédiés à cette relance écologique et à ce Green Deal. Mais l'idée, c'est aussi de rappeler qu'il y a aussi un certain nombre de mécanismes qui existent de soutien à la transition, qui étaient préexistants depuis des années et qui étaient parfois sous-utilisés. On est la France, un des pays qui, en regard de son poids, va chercher le moins d'argent auprès de la Commission européenne, alors que l'argent est disponible. Voilà, il y a des Italiens, des Espagnols qui sont beaucoup plus malins que nous pour aller chercher des aides auxquelles on a droit, mais qu'on ne pense pas aller chercher. On a l'impression que ça va être compliqué. Il faut qu'à un moment, on se donne confiance de s'intéresser à ça. Les dispositifs des certificats d'économie d'énergie, pour ceux qui font de l'efficacité énergétique, ils existent toujours plus que jamais. Et donc, ça amène effectivement d'autres projets pour amener à sensibiliser les gens au fait que savoir que ces programmes existent, et notamment un programme qu'on pilote avec l'ADEME qui s'appelle Invest, qui vise dans le cadre d'un programme plus global de verdissement de la finance, un programme financé par l'Europe Finance Climate, de former en masse, notamment des décideurs de l'industrie. On a fait des études qui montrent qu'il y a 30% d'économies d'énergie rentables dans l'industrie. Il n'y a pas besoin d'1 euro de subvention pour que ça tourne, mais juste les gens n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance. Et il y a besoin aussi de... Voilà. Beaucoup de gens sont de bonne volonté, mais juste on ne leur a pas expliqué. Et donc il y a besoin notamment de former beaucoup de décideurs de l'industrie, chez les établissements bancaires, les DAF, des commissaires aux comptes, des experts comptables, pour leur faire savoir en tout cas un certain nombre de dispositifs qui existent. On parle parfois de maquis d'aide. Effectivement, on peut être perdu comme particulier, mais les entreprises aussi. Et donc l'idée, c'est que de plus en plus, au-delà de l'existant de dispositifs, il y a le faire savoir. Et le faire savoir, c'est aussi des mécanismes qui existent pour aider les uns et les autres, et que vous-même, dans vos organisations, soyez mieux en mesure de comprendre, en tout cas, ce qui peut vous correspondre dans les dispositifs qui ont été mis en place, dispositifs de soutien public ou bien de dispositifs privés très vertueux dans ces mécanismes. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Thomas Gourdon, qui va vous permettre de avoir une vision plus claire de ce que vont être les prochaines étapes de plans structurants de décarbonation de l'industrie. Thomas, je te laisse essayer de prendre la parole et j'espère qu'on t'entendra sans souci technique. Est-ce que quelqu'un entend Thomas ?
Alors, moi, je ne t'entends pas, Thomas. C'est... Est-ce que là, vous m'entendez ou Oui, pas? absolument. On Il n'y a t'écoute, pas trop Thomas. d'écho? Tout le monde t'entend. Non. Ok. Génial. Est-ce que je peux projeter quelque chose ou c'est peut-être trop challenging? Je Essaye. ne sais pas trop. Parle et essaye Ah, et je t'entends j'essaye de te plus. passer. Essaye, Thomas. Ok. Parle et puis essaye de projeter, on va essayer de le passer. Alors, sauf que moi, il faut que j'ai la main pour projeter quelque chose, il me semble. Essaye de le faire sur Teams. Essaye de le faire Teams. Sur Teams. De partager ton écran sur Teams. Euh, Est-ce que vous voyez comme ça? Pas encore. À mon avis, ça charge. Mais à mon avis, ça charge. Tu peux commencer à parler, Thomas. Ok, génial. Donc, effectivement, mon propos va... Ok, très bien. J'ai un petit écho, moi, en retour, mais Sébastien, si tu peux couper. Voilà. Donc, en fait, comme ce qui a été présenté tout à l'heure, moi, je vais me permettre de zoomer sur le fameux milliard 2 qui a été évoqué et qui vise à soutenir la décarbonation de l'industrie. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Gourdon. Je suis responsable adjoint du service industrie au siège de l'ADEME, donc situé à Angers. L'idée de ces quelques slides, hein, je vais accélérer un petit peu parce qu'on a pris du retard avec la technique, c'est avant tout de vous présenter un peu les spécificités de la décarbonation de l'industrie, parce qu'en fait c'est à partir de ces spécificités-là qu'on essaie de concevoir des politiques publiques d'accompagnement. Alors, première spécificité pour amener ce secteur-là à transitionner, c'est que contrairement aux autres secteurs consommateurs, comme le bâtiment, avec les logements tertiaires, l'agriculture ou le transport, qui ont des centaines de milliers ou des millions de sources d'émissions à gérer, donc qui se traitent d'une manière très spécifique en termes de politique publique, l'industrie a cette particularité qu'on voit sur les cercles concentriques qui vous sont proposés là. C'est son aspect très concentrateur. C'est-à-dire qu'en fait, avec un très très nombre de sites, on vient capter un maximum d'émissions ou de consommation énergétique. Donc Thomas, vous on est toujours avez... sur ta première page de titre. Si tu peux dérouler. Ok, bah normalement ça devrait aller parce que j'ai tourné depuis un petit moment. Alors, c'est Ouais. peut-être le décalage. Il voyage Euh, depuis Angers. D'accord, ok, ça marche. Donc le message en fait de la slide qui va vous apparaître un petit peu en décalé, euh, c'est bien que 70% des consommations énergétiques sont consommées par 3% en gros des entreprises. Donc, d'un point de vue politique publique, ça veut quand même dire qu'on ne gère pas forcément ça, quelques dizaines ou centaines de sites par typiquement un crédit impôt. Ça, c'est un aspect illustratif. De même qu'on peut tirer la bobine, ces sites-là sont en général très concentrés sur des zones très précises en France, donc Dunkerque, Le Havre, Fos-sur-Mer, un petit peu en Grand Est, la vallée de la Chimie. Donc on a cet aspect un petit peu haute couture qu'il faut essayer de gérer si on veut attaquer la masse. Deuxième point qui va vous arriver après, alors j'espère que les cercles sont arrivés depuis, ce sont les leviers. Donc quels sont les leviers pour décarboner? Toujours pas. On va toujours pas tes slides, mais on t'écoute. Toujours pas, c'est pas grave, je vais continuer à raconter ma petite histoire. Du coup, premier levier, c'est la sobriété, notamment à travers l'économie circulaire. Donc effectivement, si on veut inventer un monde plus sobre et atterrir sur une trajectoire de Paris, de toute manière, il faut moins produire. On n'arrive pas à atterrir sur des trajectoires ambitieuses si on n'est pas efficace en termes de matériaux. Et donc, on a un sujet d'efficacité matière, on a un gros sujet de recyclage, et associé à ça, on a évidemment un aspect sobriété énergétique, donc baisse de la consommation, efficacité énergétique. Ça, c'est un premier volet qui permet de décarboner. Deuxième volet, donc ça, ce que je vous raconte là, ce sont, alors peut-être j'enfonce des portes ouvertes pour les connaisseurs, mais ce sont des constantes au niveau international qui se déclinent parfaitement au niveau national. Deuxième aspect, une fois qu'on est sobre, qu'on a peu produit, et ce qu'on a produit, on l'a produit avec peu d'énergie, il faut décarboner son mix. Et décarboner son mix,
Ça veut dire, d'un point de vue particulier en France, électrifier et passer à la biomasse. Alors, les autres pays qui s'attachent à décarboner l'industrie, ils ont également ça, mais en amont, il faut qu'ils décarbonent le mix de production électrique, ce qu'on n'a pas en France, nous, avec le parc nucléaire. En termes d'enjeux, sur ces aspects électrification, on a une problématique technologique et on a aussi une problématique d'OPEX, c'est-à-dire que l'électricité coûte globalement plus cher. Sur la biomasse, qui est un deuxième moyen de changer le mix, on a évidemment pour ces gros sites-là une vigilance à avoir sur l'approvisionnement en bois. Le bois est une ressource rare. Et donc il peut y avoir des tensions, il va y avoir des tensions parce que tout le monde, entre guillemets, s'arrache la biomasse quand on fait des scénarios prospectifs parce qu'elle doit servir à décarboner le logement, à décarboner le vecteur gaz, potentiellement la mobilité, mais aussi l'industrie. Tout ça avec une tension aussi sur les sols et la capacité des prairies ou des forêts à stocker le carbone. Et puis, in fine, troisième volet de CCS, alors on aime, on n'aime pas. Le sujet, c'est que, en gros, quand on s'amusait à jouer avec des scénarios 2 degrés, on arrivait à atterrir sur des scénarios sans CCS, donc le captage et le stockage du carbone. Sur les scénarios 1.5, grosso modo, on n'y arrive pas. En tout cas, pas au niveau international. Donc, il y a le recours au CCS qui doit s'envisager sur ces secteurs fortement émetteurs. Je vous invite à regarder l'avis qu'on a publié pendant l'été sur nous, notre vision du potentiel de CCS en France. Alors, ça veut dire quoi tout ça en termes d'analyse et de proposition de mesures? Ça veut dire au moins une chose, d'abord que l'industrie qui souffre d'investissement pour se rénover, pour se revamper, en fait nécessite des investissements massifs dès maintenant pour être déjà aux meilleures techniques disponibles. Ça c'est un fait qui est en France, mais c'est aussi en Allemagne. C'est-à-dire que notre industrie date d'avant-guerre ou d'après-guerre, mais en tout cas il y a un vrai gap à franchir pour être aux meilleures technologies disponibles si on veut être compétitif par rapport notamment au parc indien ou chinois, selon les secteurs, mais il y a quand même ce sujet-là. Deuxièmement, il faut aussi investir massivement dans la R&D, parce qu'en fait on sait qu'avec toutes les technologies existantes, ces secteurs-là n'arrivent pas à se décarboner. Donc on a cette double tâche à faire dans un contexte de Covid où il y a une frilosité à l'investissement parce qu'il n'y a pas de visibilité, notamment sur les marchés. On n'est pas certain qu'il y ait toutes les infrastructures qui sont en face. Ça c'est pour le contexte global. Donc, dans le plan de relance, ce qui a été présenté en amont, effectivement, il y a une poche identifiée d'1,2 milliard d'euros, vraiment dédiée à la décarbonation de l'industrie. Alors, cette poche, une partie est attribuée à l'ADEME, et dans ce cadre, cette semaine, on va lancer donc des appels à projets. Un premier appel à projet qui conforte un appel à projet historique qui s'appelle BCAT, qui visait à produire de la chaleur renouvelable à partir de biomasse pour des applications industrielles, agricoles et tertiaires. La spécificité de la nouveauté par rapport au plan de relance, c'est qu'il va être inclus une aide à l'OPEX, donc une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone. Donc ça, c'était quelque chose qui se demandait depuis longtemps par le secteur industriel. La manière dont ça devrait atterrir, c'est de venir couvrir le risque d'un industriel qui voudrait passer à la biomasse, mais faire en sorte qu'il ne regrette pas de ne pas être passé au gaz naturel. Donc en fait, le calcul de l'aide se fera par rapport à un différentiel de prix au gaz naturel. Donc l'idée c'est que ce soit quelque chose qui ressemble à une espèce de complément de rémunération indexé sur le prix du gaz naturel. La durée n'est pas encore tout à fait calée. Mais ça c'est un premier volet qui est assez important et qui sera
qui sera mis en place dès 2020, début 2021. Deuxième appel à projet qui lui est nouveau, c'est un appel à projet qui vise l'efficacité énergétique pour les sites industriels. Donc historiquement, les C2E pouvaient venir aider à la rentabilité des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie. Là, l'appel à projet viendra en complément, en addition, financer des gros projets, donc pour des montants supérieurs à 3 millions d'euros. Donc l'appel à projet sera lancé avant la fin de semaine, donc cette semaine. Il sera clôturé mi-octobre et il y aura une enveloppe d'à peu près une centaine de millions d'euros. Donc on est vraiment sur un timing ambitieux et une enveloppe ambitieuse. Donc là, toutes les équipes de l'ADEME côté industrie sont prêtes à répondre aux porteurs de projets, aux ingénieries, aux bureaux d'études qui ont ça qui ont ça potentiellement comme projet pour leurs clients ou les industriels en direct. Cet appel à projet sera reconduit en 2021 et en 2022. On aura un troisième appel, mais qui ne sera pas un appel à projet, ce sera un appel à manifestation d'intérêt qui va aussi être lancé cette semaine, qui lui ne visera pas forcément la contractualisation dès 2020, mais c'est en quelque sorte pour nous une préfiguration d'un appel à projet en 2021 sur des champs toutes leviers de décarbonation, donc que ce soit autre que l'efficacité énergétique, donc l'électrification, l'efficacité matière, l'économie circulaire. Donc là, on va demander à ce qu'on nous décrive des idées, des projets pour qu'on puisse calibrer des aides l'année prochaine sur tous ces champs-là. Le point que je n'ai pas forcément évoqué là, c'est le fait qu'on s'attachera là à financer des projets matures. Donc en fait, ça ne remet pas en cause les guichets que certains ont l'habitude d'activer, que sont les guichets soit de R&D, soit du programme des investissements d'avenir qui sont aussi activables dès cette année. Voilà, j'ai essayé d'aller vite pour ne pas trop exposer le timing. Merci beaucoup Thomas. Eh bien, écoutez, merci à tous. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour beaucoup de questions, mais on sera ravis d'en discuter avec vous en aparté, parce qu'on doit laisser la salle. En tout cas, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a un grand moment d'investissement qui s'ouvre pendant 2 ans. Il y a beaucoup de projets et on sait bien que le comportemental ne suffira pas, en tout cas, à atteindre les ambitions climatiques qu'on a. Il y a des investissements massifs qui vont être effectués. Voilà. Dans notre malheur, on a ce bonheur d'avoir de l'argent qui est mobilisé pour aider cet investissement. Donc en tout cas, il appartient en tout cas à tous les acteurs d'identifier ces projets et que vous soyez une entreprise avec un patrimoine des investissements possibles à faire, un prestataire, un ingénierie, cabinet de conseil qui veut identifier des sujets. Je pense qu'il y a une belle page qui s'ouvre pour imaginer et lancer ces projets. On a une chance, c'est que parfois la question de la transition était la 5e roue du carrosse. Cette fois-ci, c'est la première. Donc je pense qu'il faut s'en réjouir et puis il ne tient qu'à nous d'aider chacun que nous sommes à faire émerger des projets un peu partout dans les entreprises et les territoires pour accélérer la décarbonation de notre économie. Merci à tous. Bonne journée.